Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Buzz TV de TV Magazine. C'est lundi, c'est le début de la semaine et croyez-moi, on attaque directement avec du lourd aujourd'hui car nous accueillons un écrivain dans ce studio dont le visage nous renvoie avec nostalgie aux grandes heures des samedis soirs de France 2, cet homme de lettres et de cinéma agité de nombreux plateaux avec son franc-parler. Rappelez-vous, on n'est pas couché, balance ton poste, de quoi je me mêle. Mais le résumé au clash ou à la polémique serait sans doute lui faire insulte puisque depuis la rentrée, il anime sur une radio, Europe 1 en l'occurrence, une émission dans laquelle il ouvre à la fois grand ses oreilles mais aussi son cœur à des âmes souvent abîmées. Bonjour Yann Moix, merci d'être avec nous aujourd'hui. Les Danny Wilde, les Brett Sinclair, Figaro. C'est gentil. Franchement, on adore. Voilà. Danny Wilde, Damien, plutôt. Bien sûr, exactement. C'est le frère d'Oscar, non? C'est ça? Je ne sais plus. La Libre Antenne, c'est le nom de l'émission que vous incarnez, Yann, chaque vendredi, samedi et dimanche soir sur Europe 1. C'est de 23h30 à minuit. Non, 23h à minuit. 23h à minuit. Non, à 1h du matin. À 1h du matin, pardon. C'est 23h, 1h du matin, 2 heures dans lesquelles vous échangez avec des auditeurs qui ont souvent un parcours de vie un peu difficile, cabossé, chaotique. Et on a découvert un autre Yann Moix avec cette émission, à l'écoute, dans l'empathie, bien loin de celui qui tirait parfois à balles réelles, quand même, dans On n'est pas couché. C'est un coming out où vous êtes comme ça depuis toujours? D'abord, je tire aussi à balles réelles dans cette émission avec des auditeurs qui m'agacent. C'est vrai. Et ils le prennent très bien. Ouais. Et j'étais tout à fait dans l'empathie aussi chez Laurent Ruquier. En fait, c'est ça qui est très étrange. Non, je suis très content de faire ça sur Europe 1, parce que d'abord, Europe 1 est une radio que j'écoute depuis toujours, depuis adolescent. Et les gens ne demandent pas simplement qu'on les entende, ils demandent qu'on les écoute. Or, les écouter, c'est avoir une écoute dynamique. Ouais. Quand une grand-mère me dit « mes petites filles veulent plus me voir », etc., je n'hésite pas à dire « écoutez, je comprends pourquoi. Vous n'arrêtez pas de parler de vous. Moi, je me félicite de ne pas être votre petit-fils. Vous êtes insupportable, madame. » Et là, il y a un petit moment de silence, elle dit « ah, je crois que vous avez raison. » En fait, les gens acceptent d'être un peu malmenés dès lors qu'on les écoute et qu'on les prend véritablement en considération. Il n'y a rien de pire que l'écoute passive. Si on fait cette émission, c'est pour essayer de voir avec la personne en question comment elle peut évoluer après une demi-heure de dialogue. Si c'est pour dire oui, il faut aller voir un psy, je rends les clés, ça m'intéresse pas. Oui, là récemment d'ailleurs, pour appuyer ce que vous dites, vous avez bousculé une auditrice qui à un moment donné a dit dans son propos « maman et papa » en parlant de ses parents, et à ce moment-là vous lui dites « mais attendez, je ne supporte pas qu'on appelle ses parents maman et papa quand on s'adresse à quelqu'un qui est adulte. On doit l'appeler mère ou père. Mon père ou ma mère. Alors, il ne s'agit pas de faire de la provocation et d'être désagréable avec les auditeurs, il s'agit d'abord de savoir si on peut se permettre de faire ça avec l'auditeur. Il y a des gens on ne peut pas, parce qu'on sent qu'ils sont fragiles, d'autres on sent au bout de 5-10 minutes qu'on peut se le permettre, et j'ai vu qu'en fait un de ces problèmes était précisément le fait d'appeler papa et maman, mon père, ma mère. Parce que ce qui est important, Nicolas et Damien, c'est pas simplement ce que disent les gens, c'est la manière dont ils le disent. Et dans la manière dont ils exposent les problèmes, on voit le problème lui-même. Ouais, et vous le comprenez je évidemment. Je ne suis pas psychologue, je suis un type qui, comme eux, et je leur ai dit hier encore à l'antenne, je suis un type mal dans sa peau, je suis un type qui doute, je suis un type qui a des problèmes. Donc on fait un dialogue. Je ne me mets pas au-dessus comme une espèce de psychologue à la mort moineux qui, avec du recul et beaucoup de condescendance, dit ça doit être dur. On va écouter un peu de musique et aller voir un psy. On va poursuivre cet entretien. Vous avez vu, ça démarre très fort dans quelques instants. On va parler évidemment de la Libre Antenne, Yann, de votre chronique d'un matinal d'Europe 1 tous les mardis, également de ce bébé, Année Zéro, dont on parlera évidemment à la fin. Ce sera juste après les news médias de Damien Canives. Salut Damien. Salut Nicolas, ça va super, merci. On démarre ces infos médias tout de suite avec les larmes de Leïla Kadour. Vous avez dit c'était ce week-end. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, Yann, la journaliste présentait ce dimanche une nouvelle émission du 13h de France 2. C'était une nouvelle édition, absolument. Et à la fin de son journal télévisé, elle a annoncé la mort de Pascal Josèphe, un ancien directeur des antennes passé par de nombreuses chaînes, que ce soit TF1, France 2 et France 3. Cet homme de l'ombre est décédé à l'âge de 68 ans d'une maladie foudroyante. Et Leïla Kadour n'a pas pu gérer cette vague d'émotions qui l'a submergée au moment de cette annonce. Regardez. Avant de refermer ce journal, il y a des nouvelles qu'on aimerait ne jamais avoir à annoncer. On a appris la disparition de Pascal Josèphe, un grand monsieur de la télévision, ancien directeur des programmes de France 2 et France 3, un grand professionnel qui a contribué à lancer beaucoup d'émissions comme Taratata, comme Froufrou. La présidente Delphine Ernotte salue ce midi un seigneur de la télévision publique. Il avait 68 ans. Et nous pensons à sa famille, à ses enfants et à ses proches. C'est la fin de cette édition. Merci à vous. Passez une belle journée.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27. Ouais, beaucoup de personnalités ont rendu hommage évidemment de Michel Fil à Nagui en passant par Jean-Louis Blot, le patron d'Endemol France. Yann, je peux vous commenter évidemment, ça se passe de commentaires. Est-ce que vous êtes arrivé déjà comme ça de pleurer à l'antenne, sur un plateau, de craquer tout simplement ou... D'être ému, oui, mais pas de pleurer, de craquer, mais d'être ému par des témoignages, notamment On n'est pas couché, ça m'est arrivé. À la libre antenne, parfois aussi, on a des témoignages vraiment très très difficiles parce qu'on s'aperçoit que la personne, dont par exemple la fille est schizophrène, a un mari en prison et cette même personne est en train de perdre la vue. C'est rare dans les familles qu'il y ait un seul problème. Quand vous tirez le fil, c'est un amas de problèmes et parfois c'est vrai que ça peut tirer les larmes. Surtout que moi j'ai la larme facile. Je suis quelqu'un qui pleure beaucoup, un peu comme Frédéric Dard pleurait beaucoup. Donc j'ai la larme cinéma, facile. comme ça, vous voyez un truc qui vous émeut? Non, j'ai aucune empathie quand je lis un livre et quand je suis au cinéma. Comme j'ai la malchance d'avoir un syndrome Asperger, je ne suis pas empathique dans la fiction. Je suis dans la vie. Dans la vie, beaucoup plus. Je suis émotif, plus qu'empathique d'ailleurs. Ce qui me permet aussi d'être résilient par rapport à un passé, etc. Plus émotif qu'empathique, parce que si vous êtes trop empathique, d'une certaine manière, vous embrassez trop la personne au sens... Bien sûr. Voilà. Et ça peut... Ses problèmes et ce qu'elle est. Ça peut vous poser des gros problèmes à titre personnel. Donc j'ai la chance aussi d'être plus émotif qu'empathique. Je m'en vante pas, hein. Je dis là, j'ai la chance. Pourtant, on ne le voit pas lorsque vous êtes en plateau. On vous voit jamais pleurer, on vous voit, en tout cas très rarement, à ma connaissance, je ne me souviens pas de séquences où on vous a vu, vous voulez pas le faire en public, c'est ça, j'imagine. Non, c'est pas ça, c'est que, en fait, je me suis mal expliqué. Mon émotivité n'est pas hiérarchisée. C'est-à-dire que je peux avoir une larme si vous écrasez la patte d'un chaton, et un type qui s'est défenestre devant moi peut me laisser de marbre. Parce que je me dis que c'est un suicide, il l'a choisi. D'accord. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très étrange, ce qui se passe dans mon cerveau. Damien. Mais enfin, ça ne m'empêche pas de vivre et d'aimer l'humanité. En fait, fini. J'aime des gens, j'aime l'humanité, c'est les gens qui me posent un problème. Ah oui, c'est les gens. Entre des gens et l'humanité, vous faites rarement des généralités. Il y a une zone de flou. Je suis d'accord avec vous. On termine, Damien, avec le chiffre du jour, c'est 4,2 Oui, 4,2 millions, parce que c'est en millions. nombre de supporters, effectivement, en millions, le nombre de supporters qui se sont rassemblés devant la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar. Ce ne sera pas votre salaire ce mois-ci, Damien, désolé. J'aurais bien aimé, Nicolas, pour être honnête avec vous. TF1 retransmettait cet événement, donc c'était hier à 16h20, et le premier match du Mondial même, qui était assez peu passionnant sur le plan sportif, puisque c'était le Qatar et l'Équateur. Qatar-Équateur, Eh bien, ça a tout de même attiré plus de 5 millions de téléspectateurs, soit 31% de part d'audience. Alors bizarrement, beaucoup de Français avaient dit qu'ils allaient boycotter cette Coupe du Monde. On voit que ça démarre plutôt bien, et encore, la France, les grandes équipes n'ont pas joué. Yann, vous allez suivre cette Coupe du Monde, vous allez la boycotter un peu comme tout le monde. C'est un peu le mot à la mode en ce moment. Non, j'aime beaucoup le foot. Ça permet aux beaufs de se casser la gueule dans les stades au lieu de casser la gueule dans la rue. J'étais sûr, je m'attendais à quelque chose Non, comme mais j'ai beaucoup d'estime pour les champions, quels qu'ils soient, parce qu'être un champion, c'est ce qui est le plus difficile au monde. Ça demande une ténacité, une force d'esprit, une motivation, boulot, des qualités hors normes. Et donc, quel que soit le sport, quelle que soit la spécialité, être champion, ça force le respect. J'ai beaucoup moins de respect pour les supporters de foot. Ah, vous pensez que tous les supporters sont des beaufs, sincèrement? Non, 99,9% seulement, je vous rassure. Ah oui, à ce point-là. Il y a 0,1% des gens qui aiment le foot qui échappent à la beaufrie et à la beaufitude. Mais c'est déjà beaucoup, 0,1%. Écoutez, 0,1%. En 98 ou en 2018, vous n'étiez pas devant le match pour regarder la France être championne du monde? En 98, je suis allé voir sur les écrans géants de la porte de Clignancourt où j'habitais les matchs de foot parce qu'il y avait juste le son du ballon. Il n'y avait pas Thierry Roland qui nous souillait l'oreille avec ses conneries. On était véritablement dans le bruit avec juste les micros, pof, pof, les coups de tête, etc. Et puis une liesse quand même qui était agréable. Mais ce que je voulais dire, c'est que 0,1% de non-beaufs parmi les spectateurs de foot, c'est énorme, puisque c'est des milliards de gens qui s'intéressent au foot. Donc 0,1% sur des milliards de gens, ça fait quand même une poignée de millions de gens. Vous n'avez pas fort l'humanité, Yann Moix, parce que des milliards de gens, si vous partez du principe que 99,9% des gens sont des beaufs, ça fait pas beaucoup. Vous trouvez franchement qu'on vit dans un monde intelligent, fin, prompt à la nuance, capable de réflexion, de raisonnement et de pensée? Si vous pensez ça, je vous plains parce que les années qui viennent vont être difficiles à supporter pour vous. J'ai aucune espèce d'optimisme en ce qui concerne l'être humain dans les 50 ans qui viennent. Ah oui. Non. On va en parler dans quelques instants. Dans les 5 minutes qui suivent, ça nous arrangerait que vous ayez encore foi en nous. Ce qu'on va faire évidemment, votre grande interview, c'est tout de suite, Yann.
Vous animez la libre antenne, je l'ai dit, sur Europe 1, vendredi, samedi, dimanche soir, 23h, 1h du matin, une émission qui fonctionne bien. Vous avez eu 284 000 auditeurs dans la vague médiamétrie. On ne vous attendait pas spécialement dans cet univers du testimonial. Qu'est-ce qui vous a poussé, après des années plutôt d'éditorialiste, à aller là-dedans? C'était quoi Je voulais absolument travailler sur Europe 1. D'accord. Véritablement. C'est votre radio de J'adore jeunesse, Europe 1 votre radio depuis d'enfance. 1981. Ouais. J'adore Europe 1. Je pense que c'est une radio où il y a beaucoup de choses à expérimenter et à faire. Tout est à faire sur Europe 1. Et je suis allé taper à la porte, mais vraiment, ils ne m'attendaient pas. Je suis allé voir la direction d'Europe 1 et je leur ai demandé, ils m'ont dit d'accord, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que vous proposez? Et en discutant avec Donna Vidal-Revel, il m'a dit, tu sais, il y a le directeur de la rédaction, il m'a dit, moi, si c'était à refaire, je ferais la libre antenne, c'est ce que je préfère. Et là, j'ai dit, mais t'es un génie, mec. Mec, comme disait Eddie Murphy. Eddie Murphy. T'es un génie, mec. Et je lui dis, mais c'est ça que je veux faire. Il dit, non, mais je parlais pour moi. Je dis, non, c'est ça que je veux faire. Il dit, mais non, on t'attend plus sur des chroniques, etc. Non, je dis, c'est ça que je veux faire. Et donc, ils m'ont donné les clés. Et puis, j'avoue que j'adore faire cette émission. Je ne triche pas. Je la prépare avec beaucoup de passion. Je choisis les musiques, les scénarios, etc. Je la fais avec beaucoup. Je suis obsessionnel, donc tout ce que je fais, c'est de manière... j'essaie de faire les choses de manière obsessionnelle, mais pas parfaite. J'y tiens beaucoup. Je crois que les radios, quelles qu'elles soient, souffrent de trop de professionnalisme. Les radios, il faudrait qu'elles bavent un peu plus, qu'elles soient un peu plus artisanales, moins cliniques. Et je crois aussi que ce qu'aimeraient les gens... Parce que c'est le média le plus souple, en plus, à utiliser. Je suis tombé sur l'INA, sur une interview de Jean-Christophe Averty. Et Jean-Christophe Averty dit un truc extraordinaire sur la radio. Il dit, moi, la radio, petit 1, j'ai envie qu'on me parle. Petit 2, j'ai envie qu'on me parle de moi. Et petit 3, j'ai envie de savoir que le type qui est en train de me parler, au moment où il me parle, il est dans le studio et pas en vacances. Donc, qu'on parle aux gens et surtout en direct. Et je pense que beaucoup de radios, avec l'absence de direct, font que peut-être ils perdent des auditeurs parce que les gens se disent moi je suis tout seul, il est samedi après-midi, je suis tout seul chez moi, mais Bidule, il fait du golf. Ouais. Et je ne parle pas d'Europe 1, là, je parle de toutes les radios. Et moi j'essaye de renouer avec le direct et un côté artisanal, où il y a des petites imperfections techniques, mais on sent qu'il y a des êtres humains qui sont là tard dans la nuit. Alors c'est vrai qu'à l'heure où les Français savourent peut-être des émissions de divertissement ou alors un apéro entre amis, vous êtes à la radio et à ce moment-là vous écoutez absolument. Ouais, c'est ça. Bah, je dors à minuit et demi donc j'y vais assez tôt, c'est vrai. C'est vrai qu'à ce moment-là vous écoutez par exemple la confidence d'Elisabeth. On parlait de cette dame-là justement qui elle est tombée dans l'alcool. Vous écoutez également les confidences de Valérie qui a été violentée par son ex. Est-ce que vous n'avez pas l'impression un peu de sacrifier vos samedis soirs sur l'autel un petit peu de la confidence? Mais non, Damien, enfin mes samedis soirs sont intéressants. Ah ouais. Mais enfin, il se passe quelque chose dans mes samedis soirs et dans mes dimanches soirs et dans mes heureux soirs. Ça va pas quand vous étiez chez Riquet, vous enregistriez le jeudi soir. Ouais. Voilà, enfin, je mais c'est pas très gai quand même, vous y conviendrez. D'abord, je m'amuse beaucoup à faire cette émission parce qu'il y a une vraie complicité avec mon équipe et avec les auditeurs. On se permet des choses inouïes dans la libre antenne. On fait des émissions en direct d'une église, sur les toits, avec des jeunes normaliens. On fait des jeux qui sont des jeux tout à fait absurdes. On crée une sorte de complicité et surtout, j'essaye de créer une sorte de club de la libre antenne où on appelle des auditeurs récurrents pour en faire quasiment, pas des personnages, ça serait désagréable de dire des personnages, des participants à une sorte de communauté. Je ne veux pas dire personnages parce que ce sont des personnes qui, en général... Oui, c'est pas scripté, c'est pas scénarisé. C'est pas du tout scénarisé, mais j'aime bien qu'il y ait un suivi sur ces gens-là parce que, par exemple, Rodolphe qui veut se suicider... Oui. Je ne vais pas lui dire, bon ben courage Rodolphe, et au revoir. Je l'appelle quasiment toutes les semaines, pour même 5 secondes, pour savoir où il en est. Lou qui n'ose pas franchir le cap parce qu'elle est amoureuse d'un collègue à elle, ça fait quelques mois qu'elle n'arrive pas à franchir le cap. Je dis, écoutez, je mets une alerte sur mon téléphone, vendredi à 15h, vous allez l'aborder et vous me racontez vendredi soir, etc. etc. Il y a quelqu'un qui, ça fait 7 ans qu'il est amoureux d'une fille, il lui a caressé le coude en juin 2015, je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas encore de procès aujourd'hui pour les baisers volés, tant pis pour MeToo, volez-lui un baiser. Ouais. J'assume, c'est moi qui irai en prison, dites-lui je vous aime, vous me plaisez, j'ai envie de vous et volez-lui un baiser. D'accord. Les gens qui incarnent ce genre d'émission, effectivement, il y en a beaucoup. En télé, en radio, il y a toujours eu des libres antennes. À la télé, je pense notamment à Frédéric Lopez ou à Faustine Bollard plus récemment. Là, et c'est là que je vais voir si vous êtes un bon vendeur, Yann, j'ai besoin de me confier, j'ai un problème.
pourquoi je viens chez Yann Moix dans Libre Antenne plutôt que d'aller parler chez Faustine Bollard, par exemple. Parce que Faustine Bollard, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, je ne la connais pas personnellement et je pense qu'elle fait très bien son travail depuis très longtemps. Donc c'est quelqu'un que j'estime, que les choses soient claires. Qu'est-ce que vous avez en plus? Parce que ces présentateurs qui font très bien leur travail et avec succès marchent sur des œufs. Moi, je ne marche pas sur des œufs. J'ai un côté un peu suicidaire. Donc j'ai pas peur des conséquences et je fais... Comment dire? J'essaye de dire leur cas de vérité aux gens, voilà, comme vous l'avez dit. Et s'ils le prennent mal, tant pis. Il y a une jeune femme je lui ai dit, écoutez, vous avez bu là. Elle dit, non, je vous assure, pour qui vous prenez-vous? Pourquoi vous me parlez de ça? Je lui ai dit, écoutez, j'ai pas envie de parler avec vous, bye bye. Je vais raccrocher au nez. Ouais, vous raccrochez au nez. Quand je dis suicidaire, c'est que je fais l'émission en fait avec mes défauts. Mon impatience, ma caractérialité, ma mauvaise foi, ma mauvaise humeur. Parfois, je fais l'émission, je suis de mauvaise humeur, ça se voit. En fait, je ne triche pas. Et si les gens se confient à moi, c'est qu'ils savent que je vais leur parler comme à un ami lointain, mais en leur disant les choses en face. Et c'est ça qui est rare. Aujourd'hui, on marche sur des œufs. On a peur du dérapage. Mais vous pensez que c'est le cas d'Olivier Delacroix qui fait le reste de la Libre Antenne toute la semaine? Parce que vous avez deux styles assez différents. Non, je crois que Olivier Delacroix ne force pas sa nature. Olivier Delacroix est comme ça. Et quelqu'un de bienveillant. Et moi, je suis quelqu'un à l'écoute, mais pas forcément bienveillant, à l'écoute. Olivier Delacroix est à l'écoute dans sa personnalité. Et je lui rends hommage parce que, sans flagornerie, c'est grâce au fait qu'il puisse faire une émission orthodoxe pendant les 4 jours de la semaine que moi je peux me lâcher totalement, mais avec mes défauts et mes qualités. Et je pense qu'Olivier a moins de défauts que moi dans la vie, donc il n'a plus que ses qualités pour faire son émission. Moi, il ne me reste plus que les défauts que lui n'a pas pour la faire. Et on s'emboîte. C'est ça. Il fait très très bien son travail. Et s'il n'était pas là, s'il n'était pas là, Olivier, pour assurer la permanence, je ne pourrais pas faire je pourrais pas essayer des choses à la Libre Antenne. Donc c'est très important ce qu'il fait. Et comment vous faites pour encaisser tous ces témoignages? Vous parliez tout à l'heure, Nicolas, de Faustine Bollard ou même Frédéric Lopez qui est venu il y a quelques jours sur ce plateau. Lopez, c'est quelqu'un de profond. J'aime vraiment beaucoup. Et ces deux animateurs, on a une enfance un peu similaire en plus. C'est vrai. Ces deux animateurs nous disaient que de temps en temps, ils allaient voir un psychiatre pour un petit peu guérir leur âme. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que vous êtes suivi pour justement... c'est difficile. Non, d'abord, moi j'ai fait 10 ans de psychanalyse. Et j'ai aujourd'hui la sensation que ma psychanalyse n'est pas terminée, mais qu'elle est finie. Donc j'arrête d'aller voir le psy. Il n'y a plus d'espoir, c'est ce que vous voulez dire par là. Je ne suis pas guéri, mais j'ai été soigné. Vous avez beaucoup écrit aussi. Simplement, là encore, c'est que ce sont des professionnels de l'écoute. Moi, je suis un être humain qui vient parler à d'autres êtres humains et je ne suis pas un professionnel de ça. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de me faire virer. Je ne fais pas de provocation gratuite, jamais. Ça, c'est le plus gros contresens qu'on puisse faire à mon sujet. Je ne fais pas de provocation gratuite. Provoquer, ça veut dire, en latin, provocare, ça veut dire faire advenir quelque chose, d'une confrontation, d'une conversation. Ça, j'aime bien. Quand je dis à la grand-mère, je reviens là-dessus, vous êtes insupportable et c'est pour ça que votre petite fille ne veut plus voir, elle a écrit ensuite un long mail, merci, vous m'avez ouvert les yeux, mais je ne pensais pas que c'était... On a le droit de secouer les gens, mais pas pour faire le malin. Ce que j'aime pas, et vous me citez Faustine Bollard et Frédéric Lopez, ce sont des gens que j'aime parce qu'ils ne font pas les malins. Ils sont eux-mêmes, il faut être soi-même et... J'avoue une chose, je n'arrive pas à dormir par contre avant 3h du matin. Parce qu'il y a des témoignages quand même qui sont lourds et quand je rentre sur mon vélo électrique, ça mouline parce que je me dis, cette pauvre dame, hier j'ai eu une dame, Alice, dont le corps est un supplice permanent, toutes ses articulations lui font mal, elle ne peut plus faire un geste sans hurler, elle veut se supprimer. Qu'est-ce que vous voulez dire à une femme dont la souffrance n'est même pas morale mais physique? Elle dit, je n'en peux plus de mon corps. Vous rentrez chez vous, si vous vous endormez tout de suite, c'est que là, c'est plus Asperger. C'est Asperger 3.0. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment empathie zéro. Bon, je vous donnerai 2-3 noms de personnes âgées de ma famille, si vous pouvez les appeler, pour dire qu'ils sont insupportables, ça m'arrangerait. On va parler des signatures matinales aussi d'Europe 1, puisque chaque mardi, vous avez une carte blanche sur Europe 1. Alors, rien à voir avec ce que vous faites dans Libre Antenne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette carte blanche? Qu'est-ce qu'on vous a dit? En gros, tu viens, tu parles de ce que tu veux. Je parle de ce Donc c'est l'actu, évidemment, en lien avec l'actu. Oui, de ce que je veux. La Corée du Nord, les drones, les trottinettes. Demain matin, c'est quoi, par exemple? Je ne sais pas encore. Vous savez pas encore? Je ne sais pas encore. J'ai peut-être une idée, c'est de revenir sur la corrida, sur l'animalisme, etc. Mais je la fais au dernier moment. D'accord. Tout à l'heure, Nicolas l'a mentionné en introduction, vous avez rejoint en 2020 l'émission Balance ton poste, c'était sur C8. Vous avez croisé la route d'un fameux Louis Boyard, dont on parle beaucoup en ce moment. C'est le député de la France Insoumise qui a vécu une altercation avec Cyril Hanouna il y a 2 semaines de ça sur Touche pas à mon poste. Les deux se sont attaqués mutuellement en justice, effectivement. L'un a parlé de Vincent Bolloré, l'autre l'a mal pris, à savoir Cyril Hanouna. Qui soutenez-vous dans cette histoire? Vous avez croisé la route de Louis Boyard aussi. Louis Boyard n'est pas quelqu'un de très intelligent, pour dire les choses. Il n'est pas du tout antipathique.
c'est pas quelqu'un de très brillant, c'est pas quelqu'un de très profond, c'est pas quelqu'un de très cultivé, et c'est pas quelqu'un de très intelligent. Bon, mais il n'est pas antipathique. Ce qui a dû faire étrange à Cyril, c'est ce changement de statut. Cyril voit finalement un copain de chronique, et puis tout d'un coup, ce qui est tout à fait, à mon avis, malhonnête de la part de Louis Boyard, c'est que Louis Boyard reprend ses billes, dit « mais vous parlez à un député de la République, mais on ne change pas de statut en temps réel. Soit on vient en tant qu'ancien chroniqueur et on met de côté le fait que c'est un député de la République, soit on dit à Cyril, écoute, je viens en tant que député, mais la meilleure des choses, c'est de ne pas venir. Parce que venir pour la première fois en tant que député de la République, ça se respecte, un député de la République. Devant Cyril, qui a fait manger Louis Boyard à l'époque où Louis Boyard faisait les poubelles, je ne trouve pas ça très bien. Et je crois aussi que Louis Boyard était obligé de donner des gages à son camp, car son camp lui a peut-être dit « T'as mangé dans la gamelle de Bolloré pendant 1 an et demi, tu es une merde ». L'autre a dit « Non, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe, je suis un héros ». C'est ça, c'est une sorte de défi il a été montré à son camp comme pendant les bizutages. Si tu veux faire partie du gang pour faire le braquage de banque, il faut que tu nous prouves que tu es un man. Donc il est arrivé, il a joué les bonhommes, comme il n'a pas, malheureusement pour lui, par rapport à ses ambitions, il n'a pas la carrure intellectuelle, et le pauvre ne l'aura jamais, pour essayer d'être à la fois... Vous êtes dur, hein. Moi, je dis la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui est acharpenté intellectuellement. Il n'a pas le niveau. Il pense avoir de l'éloquence. Le pauvre Louis Boyard n'a que de la démagogie. Ce n'est pas quelqu'un qui, en dehors de son quart d'heure warolien, fera quoi que ce soit pour faire évoluer les choses. Mais moi qui me bats énormément pour les migrants, on voit que Louis Boyard, qui était venu parler pour les migrants, n'en a rien à faire de leur sort. Et il est venu faire de la publicité pour les 3 neurones qui l'habitent et qui l'habiteront encore pendant les quelques années où la poussière qu'il répand fera un peu de poudre de perlimpinpin dans l'hémicycle où il n'a pas grand-chose à faire tant qu'il n'aura pas de cravate. Voilà, pas besoin de chauffage pour cet hiver, Louis Boyard. Il est habillé. Là, il est habillé, il n'y a pas de souci. À la place de Cyril Hanouna, vous auriez fait pareil, ou est-ce que vous pensez que, notamment les insultes, je crois que c'est la seule chose pour laquelle Cyril Hanouna s'est excusé, c'est les insultes qu'il avait souligné. Il n'aurait pas dû s'excuser. Non, Cyril pour vous, il n'aurait pas dû s'excuser. Non, Cyril fait ce qu'il veut. On va dans une émission qui s'appelle « Touche pas à mon poste ». On sait exactement comment fonctionne Cyril. L'histoire de se faire insulter dans cette émission, ça me rappelle l'émission Droit de réponse dans les années 80, où on se lançait des cendriers à la figure. Si vous voulez la malhonnêteté dans cette histoire, c'est d'aller dans une émission avec un ancien statut mêlé d'un nouveau statut et s'étonner en temps réel qu'on nous parle comme ça sur un plateau de télévision. Il connaît l'ADN de l'émission, il connaît la psychologie de Cyril, donc tout est malhonnête là-dedans. On ne joue pas les vierges effarouchées en disant « Vous avez vu ?» Si vous allez, par exemple, dans une cour de prison et que vous dites « J'emmerde les pointeurs, j'emmerde les prisonniers, j'emmerde... » Vous voyez ce que je veux dire ? J'emmerde les condamnés, vous êtes tous des cons. Vous, les Noirs, je vous emmerde. Vous, les Arabes, je vous emmerde. Vous, les Blancs, je vous emmerde, etc. Et ensuite, vous dites « J'ai été molesté pendant la promenade. » C'est du suicide, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai compris. Damien ? Oui, vous avez une actualité littéraire assez riche, Yann Moix. Le 31 août dernier, vous avez sorti le dernier opus de votre tétralogie qui s'appelle Paris. Et là, récemment, vous venez de sortir le 2e numéro de votre revue littéraire qui est consacré à Charles Péguy. Voilà, Nicolas est en train de le montrer à l'écran. Quel est l'objet justement de ce projet littéraire que vous menez depuis maintenant 2 numéros ? Alors merci d'en parler, c'est très gentil. C'est une revue littéraire qui est pas universitaire du tout, et qui est sérieuse malgré tout. C'est-à-dire pas chiante, quoi, en fait. Exactement. Mais je dis pas ça. Tous les universitaires. Non. Moi, je ne suis pas anti-universitaire du tout. Je trouve que les universitaires font un travail, nécessaire, mais qu'ils s'adressent à des gens qui n'ont pas forcément le bagage. Et donc, moi, j'essaye de faire quelque chose de sérieux, mais pas universitaire, c'est-à-dire avec très peu de renvois, de notes, etc., pour faire découvrir un écrivain et donner envie aux gens de lire Péguy, de lire Gide, bientôt Guitry, comme si leurs œuvres venaient de sortir en librairie. Vous ne connaissez rien, et ben c'est le moment de vous initier et de vous donner envie, ensuite vous ferez le chemin tout seul. Les universitaires présupposent déjà une connaissance d'une œuvre, et ils vont au plus profond pour faire de la recherche. Ce n'est pas du tout le but, mais les universitaires sont le bienvenu dans cette revue à condition qu'ils soient un peu moins scientifiques. On va finir évidemment avec notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. Comme un mariage, Yann, pour le meilleur et pour le pire, c'est la vie en général, les hauts, les bas, c'est un peu l'heure du bilan. Si je vous demande aujourd'hui le plus beau souvenir de votre carrière.
comme ça qui vous vient? Est-ce que c'est un livre, un film, une émission télé? Ça va être la première fois où j'ai vu mon premier roman dans la main. Mon attaché de presse m'a apporté un verre de whisky. Avoir son premier livre dans la main, c'est le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où je suis né. Donc ça, de ma vie, ma carrière. Ma vie, carrière, bien sûr, on parle de votre carrière. J'avoue que oui. Encore plus fort que de voir son propre film pendant la première séance de Podium, qui a eu un succès fabuleux. Donc je prépare la suite. Je suis en train de produire le 2. Oui, le 2 est entré en production il y a une semaine. Benoît Poelvoorde et Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Michel Polnareff, dans le rôle de Michel Polnareff. Qui vous avez critiqué à l'époque? Ah non. Parce qu'il revient. Non, enfin, qui n'aimait pas Jean-Paul Rouve, en fait, c'est ça? Alors franchement, tout le monde s'entend très bien. Non, non là, vous êtes mal informé. Donc on aura le vrai Polnareff, quoi. Michel Polnareff jouera Michel Polnareff. Génial. Et une guest star à qui j'ai évidemment dit oui, Monsieur Gérard Depardieu. Ah, avec qui vous êtes allé en Corée du Nord. D'ailleurs, on attend de le voir, ce film, de 2h30. Ce film va sortir d'une manière totalement inattendue. C'est vrai. De quelle manière? Vous dites c'est une manière de diffuser les films totalement inédite. Ce sera une bonne chaîne vous de allez mail, voir. C'est en cours, c'est vraiment en cours. Vous allez enfin le voir. D'accord, on doutait en fait, presque de son existence. Non. Je serai obligé juste de quitter la France quelques semaines. Pour les attaques avec Gérard, on ira en Russie pour se faire oublier un peu. Léa Salamé, Vanessa Begrave, Christine Angot, Laurent Ruquier, tous les gens avec qui vous avez travaillé, avec lesquels vous gardez le meilleur souvenir? Ou le pire? Non, très honnêtement, c'est pas. Il y a quelqu'un avec qui ça s'est très bien passé. On ne peut pas m'accuser de démagogie, franchement. Pour des raisons qui sont toutes différentes, j'aime les quatre. Je connais moins Vanessa, parce que je ne la connaissais pas vraiment, après je ne l'ai plus revue, mais ça s'est bien passé avec elle. Je les aime j'aime les quatre personnes que vous venez de citer. Vraiment, je n'ai jamais eu de problème avec elle. Voilà, et ce sera l'école des fans. Pour finir. Mais non, je plaisante. C'est la seule fois de l'émission où vous avez dit que vous aimez tout le monde. C'est parfait. Non, mais vous me citez quatre personnes pour qui j'ai vraiment de l'amitié que j'aime. D'accord. Damien et moi, non, je plaisante. Je vous poserai pas ce dilemme. Je vous aime bien. Oh, c'est gentil. C'est gentil, Yann. Merci beaucoup. On a plaisir. Vous croyez que je déteste tout le monde parce que vous me lancez des noms, donc vous savez très bien que je vais en dire du mal. On provoque. C'est pas en disant Louis Boyard que vous allez forcément susciter chez moi de la compassion. Mais là, effectivement. Évidemment, Louis Boyard, c'est trop facile. Merci Yann, je rappelle qu'on vous retrouve aux commandes de la Libre Antenne chaque vendredi, samedi, dimanche, 23h, 1h du matin. Allez, écoutez Yann Moix, écoutez également Olivier Delacroix le reste de la semaine. C'est vraiment très intéressant. Votre carte blanche chaque mardi matin. La meilleure radio de France. Europe 1, absolument. Et la revue littéraire, évidemment, ici de Yann Moix. Damien, nous on se retrouvera demain matin. Oui, avec un homme qui va se balader tout nu, figurez-vous, sur Canal+, pour sensibiliser les téléspectateurs à l'écologie. Il va revenir au sein de la Gaule d'Antoine. Il s'agit d'Antoine Decaune, qui sera avec nous demain sur ce plateau et l'émission sera très mouvementée. Il sera tout nu dans cette émission? Je crois pas, selon mes informations. Sur le plateau non plus habillé. Enfin, peut-être qu'il pourra finir nu, c'est pas un peu impossible. Oui, c'est pas ce genre. Merci beaucoup Damien, merci Yann, excellente journée à toutes et à tous.